Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Halloween, donc j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. L'affaire se passe à Carnoët dans les Côtes d'Armor lors de la première rave party autorisée en France. Donc une rave party, c'est un grand festival de musique généralement techno, électro qui se déroule en plein air avec des grands murs de son, beaucoup de musique et malheureusement beaucoup d'alcool et de drogue. Pour cette première, les pouvoirs publics avaient mis en place beaucoup de gendarmes qui étaient censés contrôler et limiter les excès lors de cette soirée. Malheureusement, la fête va virer au cauchemar, retour sur le meurtre du Teknival. Un matin de juin 2005, deux amis décident de s'éloigner du festival pour aller faire leurs besoins personnels puisque les toilettes en festival c'est pas forcément la joie et c'est toujours un peu crado, il y a beaucoup d'attentes. Donc vu que là c'est en plein air, elles décident de s'éloigner un peu dans la forêt pour aller faire leurs besoins. Au loin, elle voit deux pieds dans la boue, donc au début elle pense que c'est une jeune fille qui s'est endormie vu qu'il y a beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue. Elle s'inquiète quand même un petit peu et en se rapprochant du corps, elle découvre le cadavre d'une jeune fille qui est complètement ensanglantée, qui porte seulement son t-shirt. Elles préviennent directement les gendarmes qui constatent le crime qui est d'une violence extrême. À côté d'elle, on retrouve son pantalon et son string roulés en boule et elle est d'une position, elle a une jambe légèrement écartée et les gendarmes pensent directement que c'est un crime d'origine sexuelle. Malheureusement, les gendarmes ne peuvent toujours pas identifier la victime puisqu'elle a sur elle ni téléphone, ni carte d'identité. On retrouve seulement une clé avec un porte-clés en forme de poisson. Au même moment, deux jeunes filles sont à la recherche de leur cousine pour rentrer chez elles, mais impossible de la retrouver. Et la rumeur commence à se propager dans le festival qu'un meurtre a eu lieu. Elles décident donc d'aller voir les gendarmes pour déclarer la disparition de leur cousine. Les gendarmes posent alors les questions habituelles, qu'est-ce qu'elle portait, comment elle est physiquement, qu'est-ce qu'elle a comme effet personnel. Et là, une des jeunes filles se rappelle que sa cousine devait garder les clés de la voiture avec laquelle elles étaient venues. Les gendarmes se rappellent qu'ils ont trouvé une clé près du corps de la victime et décident donc de suivre les deux jeunes filles à la voiture pour voir si la clé correspond à la voiture. Malheureusement, la voiture s'ouvre et les deux jeunes filles comprennent que la victime est Mathilde Krogneck, leur cousine de 18 ans. C'est là que commence le travail de fourmi pour les enquêteurs qui vont bloquer les issues afin de récolter les identités de toutes les personnes qui étaient présentes au festival. Ils obtiennent à peu près 20 000 noms, sachant qu'au festival il y avait environ 40 000 personnes. Donc ils prennent les identités tout en espérant que le tueur ne soit pas encore parti du festival. Ils vont également passer au crible 100 tonnes de déchets où ils retrouvent des seringues, des chaussettes, des papiers, des vêtements et vont pouvoir identifier 130 personnes supplémentaires. Et ils vont également ratisser les 60 hectares du festival. Pendant ce ratissage, les enquêteurs se concentrent autour du corps de Mathilde et malheureusement c'est assez compliqué de trouver des preuves puisque la forêt c'est un peu les toilettes publiques, donc il y a eu beaucoup de passages, beaucoup d'excréments, de tampons, de serviettes, enfin c'est un peu une poubelle géante. Et heureusement, près du corps de Mathilde, on trouve un emballage de préservatif avec une tache marronâtre dessus. Et plus loin, on trouve un couteau avec du sang dessus. Donc ça fait déjà quand même deux éléments assez importants qui vont partir à l'analyse. Il faut savoir aussi que c'est très compliqué pour les enquêteurs de trouver des preuves parce que chercher du sang dans la pelouse, vous voyez des traces, des petits éléments dans de la pelouse, encore dans une maison c'est assez simple, mais en plein air c'est quand même assez compliqué et c'est 60 hectares donc c'est vraiment énorme. À l'autopsie, on apprend que le meurtre s'est déroulé en deux temps. Premièrement, son assassin a essayé de la maintenir puisqu'on voit des traces de bleu sur son corps. Puis il l'a poignardée de 28 coups de couteau, dont 15 mortels. Elle a la carotide sectionnée, elle a des coups de couteau au cœur, au poumon, 6 coups au foie. Et en fait, elle est décédée de la perte de sang, mais également du sang qui est rentré dans ses poumons, donc malheureusement de l'asphyxie.
Dans son sang, on retrouve également des traces d'alcool, mais aussi de drogue avec du cannabis, de l'ecstasy, des amphétamines et des dérivés de cocaïne. Concernant Mathilde, c'était une jeune fille qui avait un assez fort caractère et qui était assez sauvage. Elle était sportive et passionnée d'équitation dont elle comptait faire son métier. Elle avait également prévu de passer son permis dans les jours suivants, donc c'était vraiment une jeune fille sans problème. Elle voulait aller au festival, mais ses parents n'étaient pas forcément très d'accord parce que forcément ça a une mauvaise réputation, il y a beaucoup d'alcool, de drogue, mais il y avait eu beaucoup de communication autour du fait qu'il y aurait des gendarmes, que ce serait sécurisé, donc ses parents l'ont autorisée à y aller avec son petit copain, ses 2 cousines et 3 autres amis. Pendant la soirée, le groupe d'amis faisait que chanter, danser, faire la fête et ils se perdaient plusieurs fois de vue, mais dès qu'ils se revoyaient, Mathilde était avec son petit copain Adrien. Aux environs de 8 h du matin, le groupe se retrouve pour rentrer chez eux, mais Mathilde et Adrien sont un peu fatigués et décident d'aller se reposer. Et 3 heures plus tard, Adrien revient seul avec les chaussures et le sac de Mathilde. Donc là, les cousines ne comprennent pas, elles lui demandent mais où est Mathilde? Il dit ouais, elle est en train de dormir sur le parking, un peu je m'en foutiste. Elles vont voir sur le parking, mais là, aucune trace de Mathilde. Elles disent alors à Adrien, bah viens, on va voir les gendarmes et tout, elle est pas là. Et Adrien réagit complètement bizarrement. Il dit oui, ça me saoule, moi je rentre, et il décide de partir à pied. Alors que c'est quand même assez long pour rentrer chez lui, mais il décide de faire du stop et se casser du festival littéralement. Le lendemain matin, Adrien est convoqué par les enquêteurs et il dit ne se souvenir de rien, ses souvenirs sont complètement embrumés et il finit même par douter de lui-même en disant mais si ça se trouve c'est moi qui ai fait ça mais je m'en rappelle vraiment plus. Les enquêteurs finissent par prélever son ADN et le libérer pour garder du temps de garde à vue pour éventuellement le réinterroger si besoin. Une autre piste possible, c'est un touriste hollandais qu'on a vu avec un t-shirt rempli de sang. Donc il devient forcément suspect, mais en fait il se faisait des piqûres de drogue et quand il a vu les gendarmes, il a vite enlevé la seringue et ça aurait giclé un peu partout. Son ADN est quand même prélevé, puis il est libéré. La troisième piste est un homme qui a agressé plusieurs filles cette soirée-là. Il a notamment été retrouvé avec une culotte sur lui et a avoué un viol, mais aucune victime ne s'est présentée. Son ADN a quand même été prélevé, puis il a été relâché. Les enquêteurs décident alors de se pencher sur tout ce qui est communication téléphonique. Donc ils analysent un peu tout pour regrouper qui était là, qui était pas là, qui était où. Et là, le téléphone de Mathilde reborne à plusieurs kilomètres dans une autre commune. Les enquêteurs décident alors de s'y rendre avec les détecteurs de métaux, mais là ils ne retrouvent pas le téléphone. Pendant ce temps-là, les résultats des analyses des scellés tombent et sur le couteau, on retrouve seulement du sang appartenant à Mathilde et pareil sur ses vêtements. Sur l'emballage de préservatif, par contre, on retrouve un ADN masculin mais qui est inconnu des fichiers. À ce moment-là, l'enquête piétine et les enquêteurs décident de se repencher sur le couteau puisque c'est un couteau qui a un manche qui est ajouré, donc qui a des trous. Et il est possible que des cellules épithéliales, donc c'est les cellules qu'on a à la surface de la peau, se soient glissées dans les trous. Donc le couteau là va par contre être complètement démonté et un autre prélèvement va être fait. Peu de temps après, les résultats d'analyse tombent et l'ADN trouvé à l'intérieur du manche du couteau correspond bien à l'ADN retrouvé sur l'emballage de préservatif qui a été retrouvé près du corps de Mathilde. Les enquêteurs ont enfin l'ADN du meurtrier de Mathilde. Ils vont alors comparer cet ADN aux 3 suspects, donc Adrien, son petit ami, le touriste polonais qui avait un t-shirt recouvert de sang et la personne qui a agressé plusieurs filles cette soirée-là, mais là, aucune personne ne correspond. Les enquêteurs vont commencer à creuser la piste du couteau en recherchant de quel modèle et de quel fournisseur il s'agit, puis de combien de couteaux de ce modèle ont été importés en France, donc il y en a à peu près 200, et combien de boutiques les vendent, et là on est aux alentours d'une centaine de boutiques, dont une qui est le Grand Bazar au Mont-Saint-Michel, donc qui est situé près du Technival. Et là les gendarmes vont faire un travail de fou, c'est qu'ils vont aller
au Grand Bazar et vont dire bonjour, on veut toute votre comptabilité, et ils vont chercher le prix du couteau dans tous les tickets de caisse pour essayer d'identifier des suspects. Évidemment c'est un travail de fou, et si la personne avait déjà ce couteau et qu'elle l'a acheté à Marseille, ben forcément ils vont pas la trouver. Si elle a acheté un couteau, un poster et un t-shirt, ben le prix du couteau sera dissimulé. Donc c'est vraiment un travail qui est très long et sans savoir s'ils vont obtenir quelconque résultat. Les enquêteurs vont alors se pencher sur les photos prises pendant le festival et vont trouver des photos de Mathilde avec 2 inconnus. Donc un qui est identifié comme cracheur de feu, qui était présent au festival. Il est convoqué, son ADN est prélevé, mais il est innocenté parce que les profils ne correspondent pas. Et il y a un autre homme qui apparaît sur une photo bras dessus bras dessous avec Mathilde, et sur une autre photo plusieurs heures après, mais là impossible de l'identifier. En septembre, le téléphone de Mathilde reborne à nouveau et les enquêteurs peuvent remonter au nouveau propriétaire du téléphone, et cette personne a bien été au Teknival avec un groupe d'amis, et dans ce groupe d'amis il y a une personne qui a déjà été condamnée à 2 ans de prison pour viol. Tout de suite les enquêteurs sont rassurés, ils disent ça y est, c'est bon, on a notre homme, c'est super. Ils sont convoqués, ils ont des prélèvements ADN, et là c'est le choc, aucun profil ne correspond. En février de l'année suivante, une conférence de presse a lieu pour identifier l'homme qui est présent sur les photos et dont on n'a toujours pas le nom. Mais c'est un échec. Les enquêteurs vont également distribuer des circulaires de recherche dans toutes les gendarmeries et polices pour essayer d'identifier le suspect. En mai, un homme qui vient d'être interpellé pour un vol et un usage frauduleux de tickets resto va au poste pour prendre ses empreintes et ses photos anthropométriques. Et là, en regardant sur le mur à côté de lui, il reconnaît la personne sur l'avis de recherche et dit mais lui je le connais, on a fait notre service national ensemble. Il dit attendez, laissez-moi me rappeler du nom. Il cherche dans sa mémoire, il dit son prénom c'est Alain. Et par contre son nom je sais plus, et il continue de réfléchir, il dit Carnoat. Et là pour les enquêteurs c'est vraiment un grand pas, ils ont enfin un nom sur le potentiel suspect. Donc Alain Carnoat c'est un marin d'état qui travaillait à Brest, donc les enquêteurs n'attendent pas plus longtemps, ils foncent à Brest pour en savoir plus. Mais là, les personnes qui travaillent là-bas leur disent ben nous ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, il travaille plus chez nous. Donc là, un peu un coup de massue, mais ils ont une identité, il n'y a plus qu'à le trouver, donc c'est quand même une bonne piste. Alain Carnoat, c'est un homme qui est déjà connu des services de police pour exhibition sexuelle, puisqu'en février 2006, une jeune fille passe à côté de sa voiture et elle le voit en train de se masturber à l'intérieur. Donc elle reste pas plus longtemps, elle continue son chemin et elle voit qu'il la dépasse en voiture et sort. Mais elle profite d'un moment d'inattention pour courir chez elle, mais prend quand même le temps de noter la plaque d'immatriculation et il va pouvoir être interpellé par la suite. Mais là c'est une interpellation sans trop d'importance, il banalise ses actes, il dit oui je me masturbe souvent dans ma voiture, etc. Et après je sais pas s'il a une condamnation ou quoi que ce soit, mais la parenthèse de février s'arrête là. On sait également que 3 jours avant le meurtre, il a acheté pour plus de 80 € au Grand Bazar au Mont-Saint-Michel, donc ça c'est déjà un petit indice supplémentaire. Les enquêteurs arrivent à localiser Alain Carnoat qui vit chez sa mère depuis qu'il a quitté l'armée, mais quand ils arrivent sur place, la mère d'Alain Carnoat leur dit que il est en Pologne avec sa petite amie qui est justement polonaise. Pendant ce temps-là, les enquêteurs continuent d'éplucher ses relevés bancaires et se rendent compte qu'il est retourné à Marseille, donc là ils vont directement l'interpeller et le placer en garde à vue. Alain Carnoat agit assez bizarrement, il est très serein pendant la perquisition, il propose son aide, etc. Il est très détaché de la situation. Pendant la perquisition, on retrouve des étoiles de ninja, des couteaux et également une grosse documentation sur la recette pour faire du GHB. Donc là directement on voit que le gars est pas très net. Encore une fois, Alain Carnoat est très détaché de la situation.
Quand il est au commissariat, il parle du mariage de sa sœur qui est le week-end, le fait que sa voiture est en panne, les papiers pour sa petite amie polonaise. Vraiment dans le petit nuage, vraiment pour lui, dans 2 heures, il est sorti et il reprend sa vie. Les enquêteurs demandent également s'il est déjà allé au Mont-Saint-Michel. Il dit oui, je suis allé au Grand Bazar, j'ai acheté des posters, des couteaux, enfin vraiment il avoue sereinement comme ça, comme s'il avait acheté des couteaux pour les accrocher au mur. Bah oui, j'ai acheté des couteaux, enfin normal. C'est quand même assez surprenant, quelqu'un qui veut cacher son meurtre, il dit pas bah oui j'ai acheté des couteaux, si vous voulez il est là, je vous le passe, enfin c'est incroyable. Dans un premier temps, Alain Carnoy raconte qu'il est allé au Teknival un peu par hasard après avoir rencontré des gens sur Brest et que pendant la soirée il a beaucoup bu et qu'il a eu plein de relations sexuelles un peu partout sur le festival. Au même moment, les analyses d'ADN tombent et les enquêteurs apprennent que c'est bien son ADN qui était sur le manche du couteau et sur l'emballage de préservatif. Et là, l'interrogatoire prend une autre tournure puisque là maintenant, on sait que c'est lui, c'est le suspect numéro 1. Les enquêteurs lui montrent alors des photos de Mathilde et dans un premier temps, il dit qu'il ne la connaît pas du tout. Puis il affirme qu'il a bien passé la soirée avec ses amis et que dans la nuit, Mathilde serait allée le voir pour faire l'amour et qu'il se serait éloigné dans la forêt pour faire leur affaire et que tout d'un coup 3 punks auraient jailli de nulle part et auraient mis un couteau dans la main d'Alain Carnoy et auraient forcé Alain Carnoy de poignarder Mathilde. Donc là on voit que c'est une histoire qui tient pas du tout la route, c'est complètement insensé de dire ça, ça n'a aucun sens. À son réveil il raconte que pendant son sommeil il a eu une révélation et que le soir de l'assassinat, Mathilde serait venue de son propre chef pour aller faire l'amour dans la forêt et que là-bas il y aurait eu quelques caresses et que d'un coup une boule au ventre aurait habité Alain Carnoy et qu'il se serait mis à la poignarder. Mathilde se serait défendue en disant arrête, arrête, en essayant de le gifler et de s'enfuir, mais il l'aurait rattrapé, re-éloigné pour pas qu'il soit vu et l'aurait achevé avec encore d'autres coups de couteau. Il l'aurait ensuite déshabillé puis violé avec sa main. Devant les enquêteurs, Alain Carnoy va se permettre des commentaires assez déplacés au sujet de Mathilde. Il va même raconter qu'elle avait des jolis seins, des jolies jambes, etc. Vraiment, cet homme est assez perturbant parce qu'il n'a vraiment aucune conscience de ses actes. Comme dans l'enquête précédente, il y a un véritable clivage entre Alain Carnoy et ses actes, puisque c'est quelqu'un qui a grandi dans une famille normale, avec des parents qui travaillent, lui il a été éduqué, il n'y a eu aucun événement tragique, il a un niveau d'études raisonnable, il a un bac pro mention très bien, enfin vraiment le gars sympa, normal, sans histoire. Le seul problème dans sa vie c'est sa petite taille vu qu'il fait 1m60 et ça va créer un véritable complexe chez lui et il va se réfugier dans les jeux vidéo et complètement s'enfermer dans sa bulle. Il considère les femmes comme des morceaux de viande, il dit que c'est des putes, des salopes, enfin vraiment il crée un peu une haine autour de ces femmes. Il va même crier haut et fort qu'il aime les prostituées mineures. Et une fois qu'il est en déplacement en Malaisie, il va complètement déchirer l'utérus d'une femme après un rapport et va laisser une femme pour morte là-bas. Donc c'est quand même assez grave, enfin, moi ça me choque, enfin, je me dis les gens qui étaient avec lui à ce moment-là ils ont quand même dû savoir quelque chose et bah, ils ont sûrement dû rien dire parce que dans l'armée à mon avis c'est un peu genre ouais on est tous des bonhommes, s'il y en a un qui tombe tout le monde tombe, etc. Donc c'est un peu les stéréotypes qu'on a, mais vraiment je me dis si on sait qu'il s'est passé ces actes là, pourquoi il s'est pas fait arrêter ni rien, c'est quand même assez étonnant. Et ces actes justement ça va lui créer des surnoms, il va être appelé le pédophile ou Mister GHB. Donc on voit vraiment que dans son entourage, surtout professionnel, les gens connaissaient sa réputation et auraient peut-être pu faire quelque chose pour que Mathilde soit encore en vie aujourd'hui.
Plusieurs experts vont l'examiner et il va en sortir que c'est un homme avec une intelligence normale mais qu'il a une perversité au fond de lui, et cette perversité elle ressort quand on parle des femmes. Il dit qu'il a plus de 200 conquêtes, etc. Il devient un peu mythomane sur les bords, on pense, mais voilà, rien d'alarmant sur le moment. Il dit lui-même ne pas perdre de temps dans la phase de séduction et pour lui la femme c'est vraiment, comme je disais, un vagin pour sa jouissance personnelle à lui. Au niveau du risque de récidive, les experts disent qu'elle ne doit pas être négligée puisque c'est un individu qui est pervers et qui a une amnésie factice quand il le souhaite. En octobre a lieu la reconstitution et là Alain Carnoy est assez docile, il se laisse faire, mais lorsqu'on lui demande de mimer les coups, il dit qu'il ne s'en souvient plus, qu'il n'a aucun souvenir, que pour lui il avait l'impression d'être dans un jeu vidéo, et il explique vraiment qu'il a cette vision de recul avec un grand angle comme dans un jeu vidéo, mais malheureusement ça n'excuse pas tout. Enfin, on va pas dire bah, j'ai tué une personne mais j'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo donc c'est pas de ma faute. Et là son avocate croit que c'est vraiment vrai, que c'est pas une défense, etc. Qu'il a vraiment eu l'impression d'être dans un jeu vidéo, mais encore une fois ça n'excuse pas tout. En septembre s'ouvre son procès devant la cour d'assises et là, comme dans l'enquête précédente, il est lâche, il regarde pas, il est prostré, il répond pas vraiment aux questions, il dit qu'il s'en souvient plus, qu'il avait l'impression d'être dans un jeu vidéo. Il pense même qu'en gros il va faire 3, 4, 5 ans de prison et après ce sera fini. Alors que non, ses actes sont quand même ignobles et qu'il va prendre une très longue peine quoi. Donc il semble vraiment détaché et c'est vraiment incroyable de voir ça. Et pendant le procès, il va se passer quelque chose d'assez horrible, c'est que quand il n'est pas prostré sur lui-même, il ne fait que de fixer la petite sœur de Mathilde qui a à peu près 13 ans à l'époque. Et cette jeune fille va tellement plus en pouvoir, tout le monde dans la salle se rend compte qu'il regarde sa petite sœur et elle va finir par quitter la salle. Et en fait c'était, le procès était en été donc il y avait une fenêtre d'ouverte. Et en fait on va entendre la sœur de Mathilde crier sa douleur et sa peine face à cet individu qui a tué sa sœur et qui fait que de la fixer. Vous imaginez quand un gars te fixe alors tu sais ce qu'il a fait à ta sœur, tu te dis que il se dit pas juste oh c'est sa sœur, je lui ai fait du mal. À mon avis il y a d'autres choses qui se passaient dans sa tête et c'est vraiment horrible. Après 5 jours de procès, il va obtenir la perpétuité, mais va faire appel très peu de temps après et va finalement être condamné à 30 ans de prison avec 20 ans de sûreté. Alors ce qui a été changé entre l'appel et le verdict original, c'est que la préméditation a été un peu abandonnée puisque c'était un point assez flou et la préméditation pouvait pas être prouvée, donc ceci explique cela. Je suis désolée, la luminosité est complètement tombée, mais en fait je n'ai plus de batterie, donc je fais que de recharger et vider ma batterie pour filmer tant qu'il y a encore un peu de lumière. Si je voulais faire cette vidéo, c'était pour rendre hommage à Mathilde qui a perdu la vie ce soir-là et aussi à son papa qui s'est laissé mourir quand il a appris le décès de sa fille. Vous pouvez imaginer la douleur pour un parent de perdre son enfant. Et aussi pour vous dire de bien faire attention en festival, à rester en groupe, à faire attention à vos verres, etc. Je sais que c'est chiant d'entendre ça, mais malheureusement on n'a pas trop le choix et si on pouvait essayer de limiter les risques, eh ben, ce serait mieux. Et également si vous entendez des témoignages de personnes de votre entourage qui auraient commis des agressions sexuelles, etc., n'hésitez pas à libérer la parole parce que je pense que si quelqu'un avait dénoncé entre guillemets Alain Carnoy pour ses agissements, peut-être que Mathilde serait en vie encore aujourd'hui. Moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous.